Monsieur le Président, Mesdames les ministres, la question préalable, comme vous le savez, est parmi les motions d'irrecevabilité la plus radicale, puisqu'elle exprime le refus d'examiner un texte dont on estime qu'il n'y a aucune raison valable de l'adopter. C'est le cas aujourd'hui. D'abord parce que la situation dramatique que connaît notre pays, tant sur le plan économique que social ou moral, imposerait que le législateur, gouvernement et Parlement réunis, se consacre à la seule priorité qui vaille, le sauvetage et le redressement de notre pays. Et plutôt que de nous rassembler sur ce sujet vital, la majorité présidentielle ne trouve rien de mieux que de diviser profondément la nation sur une question que personne, à droite comme à gauche, ne juge essentielle ou urgente, une question qui, jusqu'à ce jour, ne se posait pas. En effet, pour les rédacteurs du Code civil, et je vous renvoie au discours préliminaire de Portalis sur le projet de Code civil, le fait que le mariage soit l'union d'un homme et d'une femme relevait de l'ordre physique de la nature, commun à tous les êtres animés, et ne relevait ni du droit naturel, propre aux hommes, qui est à la base de nos lois civiles, ni des lois positives, plus conjoncturelles. C'était la conception du droit romain, et c'est la conception du Code civil. Le projet de loi qui est soumis au Parlement, texte écrit à la va-vite, qu'il faudra, de l'aveu même du gouvernement, au minimum complété par des ordonnances, est ainsi devenu une priorité afin de faire diversion, faute de pouvoir résoudre les vrais problèmes de notre pays, et d'offrir à la majorité un marqueur idéologique de rechange, faute de pouvoir mettre en œuvre les anciennes croyances de la majorité devenues obsolètes. Au-delà des circonstances, ce texte soulève, selon nous, plusieurs problèmes graves qui justifient son rejet et que je voudrais énumérer rapidement. Le premier est la confusion intellectuelle et juridique sur laquelle il repose. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est le fondement de l'état de droit dans notre pays, proclame que les hommes naissent libres et égaux en droit. De cette affirmation découlent plusieurs conséquences. La première est que les droits de l'homme s'enracinent dans le droit naturel et qu'on ne peut bâtir le droit sur des constructions virtuelles. Le droit civil notamment, celui de la famille et de ses éléments constitutifs, le mariage, la filiation, ne peut prendre en considération une entité artificielle où l'enfant ne connaîtrait pas ses parents réels, père et mère, et où la naissance, la filiation, la structure familiale deviendraient des fictions, comme s'y risquent parfois les auteurs de films fantastiques. Cet enracinement naturel du droit civil n'est nullement contradictoire avec le fait que tous les êtres humains soient égaux, qu'ils aient des droits identiques. Mais cette égalité ne peut pas nier les différences, notamment sexuelles, qui font la richesse de l'humanité. Nous sommes tous différents et nous sommes tous égaux en même temps. Et la différence naturelle entre les êtres humains explique que des constructions sociales et juridiques différentes, le Pacs, le mariage, l'union civile, doivent permettre d'arriver au même but, l'égalité de droit. La différence entre les sexes est fondatrice de notre société. Et cette réalité naturelle ne peut pas être niée au profit d'aberrations qui lui substitueraient une sexualité virtuelle, fruit du ressenti des individus. Deuxième source de confusion, la conception du mariage. Le mariage est en France, on l'a répété, une institution sociale, qu'elle soit d'ailleurs juridique ou non. L'union d'un homme et d'une femme permet non seulement de construire une famille, mais également de donner aux enfants de cette famille une sécurité affective et sociale en se construisant à partir de la double image de la mère et du père et de connaître leurs origines, leur histoire, leur identité.
Si le mariage était uniquement la mise en forme d'un sentiment affectif ou d'un désir entre deux êtres, quel qu'il soit, il ne serait pas nécessaire de lui donner la solennité qu'il a toujours eue pour la famille, pour la société et pour l'État, c'est-à-dire la force symbolique d'une institution qui structure toute l'histoire de l'humanité et que les civilisations successives ont enrichi sans jamais l'abattre. Troisième source de confusion, l'adoption d'une loi sans réfléchir à ses conséquences. J'ai entendu que cette loi serait bonne parce qu'elle ne coûte pas cher, qu'elle répond à une demande sociale et que de toute façon elle ne concerne pas grand monde. Voilà l'argument qui nous est asséné une fois que les arguments juridiques ont été balayés. Quel sera son impact dans la société dans 30 ou 50 ans? Personne parmi les auteurs de cette loi ne s'en est vraiment soucié, comme le prouve d'ailleurs, on l'a dit, le caractère partiel et partial de l'étude dite d'impact du projet de loi. Qu'elle bouleverse à long terme les règles de la filiation, qu'elle fragilise définitivement l'image et le rôle du père et de la mère, qu'elle permette à certains de revendiquer un droit à l'enfant, droit qui n'existe pas, sans se poser la question du respect du droit des enfants à se construire de façon équilibrée, autant de questions graves qui n'ont pas effleuré l'esprit des idéologues qui ont conçu ce texte. Enfin, quoi qu'en dise le président de la République, cette loi est le cheval de Troie de la procréation médicalement assistée et de la gestation pour autrui. D'ailleurs, les partisans les plus convaincus du texte nous l'ont dit ouvertement, que ce soit en commission ou lors des auditions. Et nous, ne vous étonnez pas que nous soyons totalement opposés à cette évolution dangereuse qui aboutit à faire du corps humain une marchandise et porte atteinte à sa dignité, comme nous sommes hostiles à une conception de l'enfant qui en fait un jouet entre les mains de l'adulte. Mes chers collègues, le législateur n'a pas tous les droits. Jean-Louis Lolme, le juriste genevois qui, au XVIIIe siècle, à l'aube du parlementarisme, avait rappelé que le Parlement a tous les droits, excepté celui de changer un homme en femme, pourrait être rejoint par Michel Crozier, qui expliquait, nous sommes sous la Ve République, hélas, qui expliquait en 1979 qu'on ne change pas une société par décret. Eh bien, c'est cette prétention prométhéenne à vouloir, au nom d'une majorité de passage, mettre en cause les bases mêmes du droit naturel que nous contestons fermement. La société politique, dont vous savez bien la faible légitimité qui est la sienne par les temps qui courent, ne peut pas bafouer aussi spectaculairement la société civile, sauf à voir un jour celle-ci, et plutôt que vous le croyez, s'organiser en dehors d'elle. Le second problème que je voudrais aborder, c'est celui des conséquences graves qu'entraînera votre projet de loi s'il entre en vigueur. La première conséquence sera d'affaiblir cela même que vous voulez favoriser. On vous l'a dit à propos de l'adoption. Celle-ci est déjà très difficile à obtenir. Peut-on imaginer un instant que les États dont sont ressortissants les enfants adoptables accepteront de les confier à des ressortissants français? Que ferez-vous? Tout à l'heure, le doyen Gélard l'a rappelé. Que ferez-vous des traités passés par la France avec de très nombreux États en matière de mariage et de droit de la famille? Croyez-vous que ces États accepteront un changement unilatéral des conventions que nous avons signées avec eux? Il y a fort à parier que notre initiative, si elle entre en vigueur, sera source de très nombreux litiges. Seconde conséquence, la plus grave pour moi, c'est de briser le consensus éthique auquel nous étions parvenus ces dernières années. Les lois sur la bioéthique, sur la fin de vie, sur le Pacs avaient défini un cadre commun sur le statut de la personne et qui avait fini par convaincre même ceux qui, au départ, étaient hostiles à ces projets. On avait ainsi trouvé un compromis intelligent entre des principes intangibles et le pragmatisme nécessaire, entre ce qui est écrit et ce qui n'a pas à l'être. Les auteurs de ce texte ont voulu rompre avec cet équilibre, patiemment construit. Mais à l'arrière-plan de ce texte, c'est cette pensée faible, indifférente aux valeurs de la société
postmoderne d'aujourd'hui qui est à l'œuvre en supprimant le père et la mère du Code civil, en conduisant l'enfant à les ignorer plutôt qu'à les affronter pour s'en émanciper, eh bien, vous ne créerez pas des êtres adultes et responsables, capables de construire leur propre chemin à travers des repères qui fassent sens. Vous créerez des êtres indifférents, narcissiques et tournés vers l'éphémère. Troisième conséquence, la troisième conséquence sera de renforcer le communautarisme religieux. Jusqu'à ce jour, le mariage civil est la base commune à toutes celles et tous ceux qui créent une famille, croyants et incroyants, quelle que soit leur religion. Avec sa substitution par un mariage qui n'en est pas un, beaucoup de croyants convaincus ne jugeront plus utile de passer par la mairie et préféreront s'en tenir à la reconnaissance de leur communauté ou se marier ailleurs, à l'étranger ou en Alsace-Moselle. Le mariage civil d'aujourd'hui cédera la place à l'éclatement des mariages communautaires de demain et à un nouvel affaiblissement du tissu national. Enfin, la quatrième conséquence sera de détruire définitivement le mariage civil. À vrai dire, je pensais avec beaucoup d'autres que vous auriez plutôt à cœur de profiter du déclin du mariage civil, miné de l'intérieur par la multiplication des séparations et de l'extérieur par le développement du Pacs ou de la cohabitation, pour le supprimer purement et simplement, conformément à ce qu'était l'idéologie révolutionnaire de vos prédécesseurs du XIXe siècle. Non, vous avez préféré le subvertir en remettant en cause sa fonction essentielle, en diversifiant ses formes. Ce faisant, vous l'avez vidé de sens, ce qui est une façon plus subtile de vous en débarrasser. Et vous avez transformé le mariage en instrument de remise en cause de tout le droit de la famille, de l'état des personnes jusqu'à la filiation. Alors, mes chers collègues, est-ce que c'est vraiment cela que vous voulez si vous votez ce texte? La vigueur des réactions qu'il a entraînées, les conséquences graves qui seront les siennes à long terme, tant sur le plan social que juridique, la fragilisation de tout notre droit civil qui en découlera, devrait vous inciter à réfléchir et à le rejeter avec nous. Vous savez qu'il existe d'autres solutions qui répondent aux situations de celles et de ceux qui s'estiment victimes de discrimination. Mais ces solutions respectent les fondements de notre droit civil. Cette loi, quel que soit le sort qui lui sera réservé, ne sera jamais la nôtre. Elle n'est ni sérieuse, ni nécessaire, ni légitime. Elle divise encore plus notre pays. Elle rompt avec plus de 2000 ans d'histoire et plus de 200 ans de code civil. Comment pourrait-elle avoir une place dans notre droit ?